Bonjour à tous et à toutes, coucou les colofans, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, c'est pas une vidéo, grosse nouveauté, c'est donc le mythe et légende de Kirby Roseanne. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de le couvrir, mais bien entendu, il sera couvert. Je vais le découvrir avec vous, parce que je l'ai juste... Alors, est-ce que on a les légendes à partir de quand? À partir de la Méduse. Parce que là, normalement, c'est Atlas qui porte le monde. Elle est magnifique, cette illu. Parce qu'on pourrait croire, enfin, on pourrait dire, il y a Atlas, mais comme il y a plein d'animaux, ça peut être aussi l'Arche de Noé. Qui est là? Noé. Avec des colonnes grecques. Je crois que quand c'est avec ces Corinthiens, je crois quand il y a des volutes comme ça. Magnifique. Donc après cette fameuse double page de la name page, on a du mal à reconnaître quels sont, en fait c'est des bouts d'animaux. Ensuite, donc l'explication de Kirby, qui est-il? Pour en savoir plus sur Kirby, je vous invite à aller sur la chaîne de Lolicolo. Elle nous a fait une vidéo détaillée, etc. sur Kirby Roseanne. Franchement, elle est top cette vidéo. Alors, est-ce que c'est là? Ah ben non, page, là on est déjà page 6. Alors donc la page 1, elle est où notre méduse? C'est elle. Pourquoi? Parce que là on est page 6 et 7. Finmac, Cunmail et Benandonner, la chaussée des géants, Irlande du Nord. Oh! D'accord. Donc c'est la chaussée qui relie en fait l'Irlande à l'Écosse. Déjà, on a la mer. Donc déjà, regardez la mer du Nord, à quoi elle ressemble. Et ensuite, là, on n'est que dans la fumée, je pense. Dans les géants à l'époque. Ensuite, je l'ai énormément vue mise en couleur celle-ci. Donc la 8, c'est le cerf blanc, Asie du Sud-Est. Donc effectivement, le cerf blanc, moi je le vois très bien avec le fer sous forme de, j'allais dire Patreon, n'importe quoi. Patronus, comme ça qu'on dit? Patronus, peut-être. Ensuite, ce gorille là, qui est-il? Sarugami, château de Matsumoto. Dans le folklore japonais, les Sarugami sont des esprits malfaisants de singes. Ils ressemblent à des singes sauvages, se comportent comme eux, mais sont beaucoup plus gros, beaucoup plus intelligents. Ah, donc là, effectivement, il a les yeux... Donc oui, c'est attention, il faut faire un... Il faut illustrer vraiment de façon... on voit que c'est méchant, quoi. Faut pas faire rose bonbon, quoi. Est-ce qu'on est encore dans les géants, là? Thor. Ah, bah Thor. Les Vikings. Les Vikings, Thor, si je dis pas de bêtises. Ouais, fils d'Odin, bah oui. Parce que les Vikings, ils prient Odin, ils prient Thor. Donc, magnifique. Et là, du coup... Oiseau-dragon des Philippines. C'est marrant de mélanger... ça ressemble à une double page, alors que pas du tout. On n'est pas sur la même mythologie ou légende. Thor, de toute façon, je prendrai une image de viking. Hein. Je m'inspirerai forcément de viking. Alors, 12 et 13. Oh, il est pas beau celui-là. Typhon, Etna, Sicile, Italie. Ah, c'est l'ouragan. Fils de Gaïa.
Ah, quand je suis allée en Sicile, justement, l'Etna commençait à être en éruption. Donc, ok. Donc, quand l'Etna est en éruption, on dit que c'est lui qui veut se... Parce qu'il a été piégé par Zeus à l'intérieur. Très, très intéressant. Alors, celle-ci, je l'ai vue mise en couleur, mais alors, moi, elle ne m'inspire pas du tout, cette espèce de tortue moche, là. Qui est-elle? Alors, on est page 14 et 15. Donc, japonais, les kappas sont des malicieux démons d'eau qui vivent dans les rivières, les lacs et les étangs. On trouve au sommet de leur tête un creux rempli d'eau, la petite piscine, d'où ils tirent leur pouvoir surnaturel. Si l'eau se renverse, ils perdent leur pouvoir et peuvent même en mourir. Oh, ils font des violents méfaits. Mais ils peuvent aider les humains. Oh, bah il suffit de lui offrir un concombre. Eh ben, moi j'ai toujours un concombre dans le frigo. Donc déjà, il m'aidera. Donc, par contre, voilà, la lune, faire un bel effet. On peut lui dessiner un petit concombre pour être sûr qu'il va nous aider. Et surtout, il ne faut pas que ça se renverse. Hein. C'est très, très intéressant, les légendes. Hein. Donc là, c'est pareil, on est sur deux persos différents. Ça, je crois... Donc là, Kraken, mer de Norvège et mer du Groenland, monstre légendaire de la mythologie scandinave. Et le Baba Yaga. Le Baba Yaga, dans quel... dans un de mes oracles, elle apparaît, Baba Yaga. Elle, c'est en Russie. Voilà, dans la cabane juchée sur des pattes de poulet comme dans Clara Markova, c'est trop marrant. Donc celle-ci, j'ai très très envie de la réaliser. Oh, les chutes du Niagara. Alors les chutes du Niagara, vous avez les Canadiennes et sur le côté, vous avez les Américaines. Il faut savoir que c'est en centre-ville. C'est très impressionnant quand vous arrivez, parce que vous avez l'impression que vous allez vous retrouver dans un... vous voyez, dans la campagne et voir des chutes. Et en fait, non, c'est Niagara Falls, la ville où c'est très impressionnant parce qu'on se croirait dans une fête foraine. Donc, je pense que c'est ça. Serpent de rivière, chute du fer à cheval au Canada, bien sûr. The Maid of the Mist est un conte iroquois traditionnel populaire, mais en place un énorme serpent de rivière. Moi, j'avais été extrêmement déçue, en fait. On a fait ce petit bateau, là, où on était trempés comme des soupes. On avait des capuchons comme ceux que vous achetez à Disney, vous savez. Et je dis, mince, c'est ça. Et en fait, le lendemain, on l'a survolé en hélicoptère. Et là, c'était juste somptueux. Donc, pour ceux qui vont au Canada et que vous voulez le faire, je vous conseille vraiment de prendre l'excursion en hélicoptère. Alors, c'est cher, certes, mais franchement, là, vous voyez vraiment le fer à cheval, vous voyez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, comme je vous disais, les chutes canadiennes. Et ensuite, vous avez les chutes américaines parce que vous avez un petit pont qui traverse et vous arrivez à Buffalo, aux États-Unis. Donc, c'est vraiment limitrophe. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Ouh, alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une double page. Donc, c'est qui ça? C'est Bunip, la rivière Noosa, en Australie. Monstre marin de la mythologie aborigène australienne. La plus courante fait de lui un hirsute, mais paisible herbivore à la fourrure. Alors, les cryptozoologues affirment qu'il a réellement existé, comme en attestent les fossiles découverts dans les années 1840 et 1850. Il vivrait dans les marécages, les étangs et les lagunes, et selon certaines légendes, il serait le protecteur de la faune australienne. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il a vécu, mais il dit... fallait pas tomber face à lui. Hein. Mon Dieu, il a l'air d'être énorme. Ouh là là. Nous revoilà sur un volcan en éruption. 22. L'Everest, l'Himalaya. Donc c'est mythologie du Bhoutan. Alors
Alors, en fait, quand il y a du tonnerre, c'est ces rugissements. Pays du dragon tonnerre. Et à côté, c'est Madagascar. C'est un rapace gargantuesque se nourrissant d'éléphants adultes. Eh ben, quand tu arrives à manger un éléphant adulte, Coco, le bec paraît pas si gros que ça. Hein. C'est hyper intéressant d'avoir des légendes de chaque pays. C'est trop, trop intéressant. Là, ça fait peur. Donc, il y a un lion. Il a 2 têtes ou quoi? Je vais aller regarder ça. 24-25, ça fait quoi 24-25? Ah, bah, c'est la chimère. En Turquie. Ah, bah oui. Là, on doit être à Éphèse, peut-être. On va regarder ça. Créature à 3 têtes. Elle est où la 3e tête? Ah bah oui, tiens, le serpent, c'est pas... Elle est affublée d'une tête et d'un corps de lion, une tête de chèvre émergeant de son dos. Elle possède des pieds de chèvre et un serpent ou un dragon lui fait office de queue. Sympa. Le mont Chimère se situe dans l'ancienne Lycie, une province turque appelée depuis Yanartas, pierre flamboyante. Selon la légende, le monstre fut vaincu par le héros Bellérophon sous les ordres du roi Iobatès de Lycie. Ah, il y a le mont Chimère, je ne l'ai pas visité en Turquie. Alors là, on a une ou deux. Donc là, celui-ci, on est sur le lac, dans les îles Féroé. Je ne vous donne pas le nom parce que je ne sais pas le dire. Donc c'est une créature, c'est Nyx, la créature du folklore féroïen. Elle prend généralement la forme d'un beau cheval. Elle attire ses victimes dans l'eau avant de les entraîner vers le fond. C'est marrant parce que on a la légende où il y a des sirènes qui font, qui chantent et qui attirent du coup les marins vers elles. Et là, en fait, c'est un magnifique cheval. Et la légende dit qu'il y a 2 frères qui ont été emportés apparemment. Et là, on est en Suède. Alors lui, c'est Askafroa. Et dans le folklore scandinave, c'est une dryade, un esprit qui vit à l'intérieur des arbres. Elle est à la fois une femme et l'âme d'un frêne. Donc vraiment faire, je vois bien la mélanger en fait, comme si, dans quelle illustration j'avais où j'ai juste fait la petite tête du coup parce qu'elle était vraiment dans les arbres. J'avais envie de l'acheter, mais c'est vrai que les personnages font peur. Alors là, on a qui? Je suis désolée, à chaque fois, je suis obligée de tourner pour vous dire. Là, c'est Finnfolk Enalo. C'est les îles Orcades en Écosse. En fait, elles peuvent changer de forme et en fait, elles émergent de l'eau pour enlever les humains. Chaque fois, c'est des personnages pas très sympas quand même. Hein. Oh, là, on est parti en Asie, là. En Chine. Qilin est un gentil animal chimérique de la mythologie chinoise. Il ressemble à une licorne. Il n'est visible qu'à la naissance ou à la mort d'un sage ou d'un souverain respecté. Donc, selon la légende, il est apparu au moment de la mort de Confucius. Un animal gentil. Bon, bah, sa corne, elle est un petit peu tordue. Hein, on croit un air de bœuf. Là, je l'imagine. Alors, bon, moi, il faut que je travaille les lumières. Et vous voyez que les lampions soient vraiment illuminés. Vraiment qu'il y ait des raies de lumière. Il faut vraiment travailler là-dessus. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je veux travailler les effets de lumière avant. Faire une crinière bien flamboyante. Telle, ouais, magnifique. Ensuite, page 32. Les moires, c'est la Grèce. Les 3 moires sont les divinités du destin. Elles contrôlent le sort de toute chose vivante. Elles sont représentées dans la mythologie grecque par 3 femmes. Clotho, la fileuse, qui fait tourner le fil de la vie. Lachésis, la répartitrice, qui mesure la durée de vie. Et Atropos, l'inflexible, qui coupe le fil vital, déterminant le moment de la mort.
Donc là, c'est celle-là qui décide quand on meurt. Et les autres, elles tirent le fil de notre vie. En fait, tout ça, c'est notre vie. C'est comme les lignes de la main. On pourrait représenter comme des lignes de la main. J'ai pas encore du tout d'idée de quelle couleur pourrait... Je pense que ce serait intéressant de faire genre une seule couleur un peu vintage et ensuite retravailler les couleurs des personnages. Ouais, je vois ça comme ça. Ensuite, c'est Kumio en Corée. Ah, mais oui, c'est les renards comme Minky. On avait parlé de ces renards-là dans les jeux vidéo et tout ça. Ah! Après, ils prennent l'apparence d'une jolie femme. Tous les 100 ans, leur pousse un supplément de queue jusqu'à ce qu'ils en aient 9 au total. Ah oui, d'accord. Je crois qu'on avait parlé de Kitsune, Japon. Ah oui, d'accord. Bon, celui-là, par contre, il n'est pas gentil. Hein. Il est assoiffé de sang et il traîne dans les cimetières. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, je crois qu'il est arrivé à 9 queues. Ouais, il lui en faut 9 au total. Donc ça, en gros, on est dans un cimetière et elle vient se nourrir de sang. Oula! Alors lui, c'est un squelette. Et il y a plein de poissons autour de lui. Qu'est-ce donc? C'est Bake Kujira dans la mer du Japon. Squelette fantôme de baleine massacrée. Elle réside dans la mer du Japon, jette de puissantes malédictions aux villages de pêcheurs qu'elle croise. Répand de la famine, la peste et le feu. C'est très gai tout ça, hein. C'est très très gai. Je suis pas fan de cette île par contre. Oh! Qu'est-ce donc cette bestiole? Papillon avec un squelette. Alors attention, c'est le Itzpapalotl du Mexique, déesse guerrière squelettique de la mythologie aztèque. Elle est la figure mère des Aztèques et veille sur les femmes qui accouchent. Cette puissante sorcière est la gardienne du Tamoachan, le paradis qui accueille les victimes de la mortalité infantile. C'est aussi l'endroit où les dieux créent les premiers humains en utilisant des os volés dans le monde souterrain. Alors, elle a des griffes de jaguar aux mains et des griffes d'aigle aux pieds. Très intéressant. Alors là, on est quoi? On est dans la forêt, c'est les elfes de la forêt, qu'est-ce que c'est? Ah, là, on est en Nouvelle-Zélande, c'est les Papupayeree de la forêt de Waipua. C'est des êtres surnaturels de la mythologie maori. Ils aiment chanter et jouer de la flûte. Ils sont actifs la nuit et les jours brumeux, car ils ne supportent pas la lumière du soleil. Donc, intéressant. Surtout, ne pas faire une image lumineuse. Du coup, il faut que ce soit brumeux ou... Ouais, hein, voilà. Pas du tout, il faut faire quelque chose d'assez sombre. Je ne vous lis pas toutes les légendes, mais je vous en donne un peu des bases. Alors, 38, c'est le temple de Bouddha d'Émeraude à Bangkok. Dans la mythologie hindoue, les yashas façonnent les esprits de la nature qui se cachent dans la terre et les racines des arbres. Ce sont les puissants. Alors, ce qui est bizarre, moi, c'est qu'on m'a toujours... Voilà. Alors, ce Bouddha-là, page 39. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un Bouddha aussi. Et un Bouddha, c'est toujours assis avec des feuilles de nénuphar en dessous. Celui-ci, il est plutôt curieux parce qu'il n'a pas de feuilles de nénuphar. Comme quoi, les légendes... Alors, cette double page, qu'est-ce qu'elle nous représente? Est-ce qu'on est dans les Vikings encore, là? Dragon. Petite maison. J'ai l'impression de voir des petites maisons vikings. Alors, c'est quoi? 40 et 41. L'Islande.
À l'est, le dragon. Alors, il y a les 4 points cardinaux, en fait, qui sont représentés. Donc, à l'est, il y a le dragon. Au nord, l'aigle Gamur. À l'ouest, le taureau Griongur. Et au sud, le géant Bergrisi. Il y a plein de contes nordiques qui parlent de ces gardiens. Celui-ci ressemble au début du Mythomorphia. Espèce d'aigle là. Le griffon, c'est ça. Les Carpates en Europe, avec les pattes arrière et le corps d'un lion, les ailes et le bec d'un aigle. Le griffon, dans les mythes grecs, habitait les montagnes du nord de la Scythie, les actuelles Carpates. Les griffons étaient très habiles pour trouver de l'or grâce à leur puissant bec avec lequel ils creusaient la roche. Et en plus, ils pondaient des œufs qui contenaient des pépites d'or. Des œufs, pardon, j'ai dit des œufs. Une tribu de borgnes, les Arimaps, résidait dans les contreforts de la montagne. Ils tentèrent maintes fois de voler les griffons, mais ils n'étaient pas de taille face à de si puissants monstres. Ah oui, le petit machin qui est là contre pareil bestiole. Voilà, c'est impressionnant aussi ça. Charbide et Scylla, détroit de Messine en Italie. On fait vraiment le tour du monde, hein, c'est très intéressant. Ces 2 monstres marins qui hantent le détroit de Messine entre la Sicile et l'Italie continentale. Alors, elles ont été transformées en monstres marins par Circé, leur rivale jalouse. Oh, nous voilà repartis dans les... Ben voilà, dans le nord. Les trolls d'Islande. On croirait vous savez, les têtes aux États-Unis, là, dans les rochers. Ensuite, là, l'oiseau, c'est qui? Qui es-tu? Le phénix, Grèce et Égypte. Là, pareil, on pourrait imaginer un Patronus. Il renaît de ses cendres, donc vraiment faire une image très, très lumineuse. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouh, ça, j'aime pas du tout. Alors, ça ressemble à des scorpions avec des pattes d'araignée, là. Quelle horreur. Même si j'ai pas peur des araignées, bien entendu, mais... Dans la mythologie babylonienne, les Akrabuamelu sont des gigantesques scorpions. Leur tête, leur torse et leurs bras sont semblables à ceux d'un homme, mais la partie inférieure de leur corps est celle d'un scorpion avec une énorme queue arquée, chargée de venin. Ce sont de formidables archers, et on dit que leur regard peut se révéler fatal. Ils sont les gardiens des portes du mont Machou, où Shama, le dieu soleil, vit entre les 2 montagnes. Qu'est-ce que j'adore, c'est très intéressant. Ah, le sphinx. Je l'ai vu de près, moi, lui. Je l'ai vu de près. Il n'avait pas le nez. J'étais là. J'ai pris une photo là. Ah non, c'est le sphinx de Thèbes. Ah d'accord, je croyais que c'était le sphinx du Caire. À la tête d'un humain, le corps d'un lion et les ailes d'un vautour. Je me disais, c'est bizarre qu'il ait des ailes. Quel être pourvu d'une seule voix à 4 jambes le matin? Oh bah, c'est connu ça. Oui, mais c'est la même, du coup, c'est pareil qu'en Égypte, hein, puisque c'est la même légende. Hein. Ensuite, Mami Wata, Afrique de l'Ouest. Alors, elle est à la fois vénérée et crainte. Elle est la protectrice du royaume de l'eau. Et elle symbolise la belle fortune et la fertilité. Elle est généralement accompagnée d'un grand serpent, symbole de sa divinité. Donc ça, c'est une image, si je dois la mettre en couleur, je penserai très fortement à quelqu'un qui, si elle regarde cette vidéo-là, elle pensera. Je lui souhaite, on a fait une discussion sur un live un jour, donc quelque chose à faire et en pensant à elle. Je tairai son nom, bien entendu. Dans la mythologie Mapuche, le shérif est une créature semblable à un lézard. Il vit dans les volcans chiliens et son corps est constitué de cristaux de roche et de magma. Ah, donc ça, très intéressant au niveau des couleurs. Le magma, j'ai plein d'images de magma quand je suis allée au musée.
sur les volcans. Donc voilà, prendre cette image de référence pour faire des couleurs orangées et puis des cristaux. Voilà, travailler sur ça peut être très intéressant à faire. Et un serpent, le serpent arc-en-ciel. Ouh, là il y a des lumières, des couleurs à mettre du coup, un arc-en-ciel. Là, ah ça c'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'il nous fait lui? Est le créateur de toute vie et le producteur de la terre et de son peuple. Bien qu'il ait le pouvoir d'envoyer sur terre une pluie régénératrice, le serpent, s'il ne se sent pas respecté, peut causer des tempêtes, des inondations ou des sécheresses. Quand l'animal voyage sous l'eau, à travers un réseau de trous d'eau souterrains, un arc-en-ciel peut être vu dans le ciel. Quand il se déplace sur la terre ferme, il bénit les populations et s'assure que les régions qu'il visite ne souffriront pas de sécheresse. C'est très très intéressant. Donc en fait, on peut le faire tel un serpent, donc dans des tons vert, ocre, faire un bel arc-en-ciel de couleurs, et ensuite travailler sur les pierres et les arbres avec les couleurs qu'on aura mis, pour éviter de faire un peu trop de couleurs. 56 et 57. Alkonost et Gamayoun en Russie. Alors donc, créatures slaves issues du folklore russe. Elles ont des têtes de très belles femmes. C'est pas faux. Des corps d'oiseaux et une belle voix chantante hypnotique. Alkonost, l'oiseau de l'aube, règne sur le vent et le climat. Elle vit dans le monde souterrain. Ses chants apportent la joie aux bonnes âmes et la douleur aux mauvaises. Elle pond ses œufs sur la plage et les roule ensuite jusque dans la mer. Lorsque les flots sont calmes, quand les eaux éclosent, des orages éclatent et les eaux deviennent impraticables. Gamayoun est le symbole de la sagesse et de la connaissance. Très intéressante aussi cette légende. Ah, celle-ci on l'a déjà vue dans Mythomorphia. C'est le haut du corps d'une femme, le bas du corps et les jambes d'un cheval. Elle possède une seule corne, donc on pourrait dire un peu une licorne, au milieu de la tête et chasse avec son arc. Elle amasse des pierres précieuses et porte des bijoux étincelants. Elle vit seule ou en petits groupes dans la région de Santo Tomas, au pied du mont sacré Mekling. Alors ça, c'est aux Philippines. Excellente grimpeuse, il lui est donc facile de dormir en sécurité, perchée au sommet de grands arbres, d'où elle peut surveiller les environs. Donc là, effet pierre précieuse, effet lumineuse à faire. Alors celui-ci, ça ressemble aussi à une illustration qu'on a déjà vue. Donc ça, c'est une légende d'Iran. C'est un corbeau. C'est le messager de Mitra, le dieu du soleil. C'est le plus rapide de tous les oiseaux. On ne le voit pas beaucoup, hein, on voit que son œil en fait. Un petit peu accéléré parce que la présentation du livre va être énorme. Alors là, ça fait peur. Oh là là, lui, il fait peur. Pricolici et Strigoi, château de Bran en Roumanie. La Transylvanie en particulier abrite une foule de créatures mythiques qui parcourent les montagnes hostiles et les forêts denses. Les légendes de Pricolici et Strigoi sont largement répandues dans l'imaginaire populaire et le château de Bran est étroitement associé à ces deux créatures. C'est pas le nom de la chanson de Paul Naref, ça? Dans les châteaux. Donc il y a le loup-garou et le vampire. Âmes mortes d'hommes violents ou malveillants sortis de leur tombe pour rôder et hanter la région. Bah voilà. Donc esprit très noir hein, sur cette image. Il est énorme en fait ce livre quand on s'intéresse vraiment à ce dont il parle. J'espère que je ne vous saoule pas avec les légendes. Là on est quoi? Ouais. Donc là on est en Chine. Astronomie chinoise, 4 créatures mythologiques gardent les 4 coins du monde. Ah bah comme tout à l'heure. King Long, dragon d'azur, gardien de l'Est, il contrôle la pluie.
Donc lui, c'est le printemps. Il représente la bienveillance et la créativité. Zuc, l'oiseau vermillon. Ah, ça nous donne une indication sur la couleur de faire l'oiseau. Vermillon. Du sud personnifie le feu et l'été. Il contrôle la chaleur et symbolise la propriété. Le tigre blanc de l'ouest est associé au métal et à l'automne. Il contrôle le vent et protège les gens vertueux. La tortue noire du nord présente... Ah ben on a les couleurs. Extraordinaire. Vermillon, noir, blanc. Et ça, il nous a pas dit la couleur. Azur ou bleu. Comment mettre en couleur avec les vrais. Intéressant. Je pense qu'on est en Égypte. Hein. C'est les symboles d'Égypte, ça. Bah oui, c'est Isis. Oh, j'adore. Isis, Osiris, Horus. Ouais, c'est la déesse de la maternité, de la guérison, protectrice divine, est souvent représentée avec une coiffure marquée du signe hiéroglyphique du trône. Selon le mythe, son mari et frère Osiris, le roi d'Égypte, fut assassiné par leur jeune frère jaloux Seth. Isis retrouva et ranima le corps de son bien-aimé, puis l'installa comme seigneur des enfers. Isis donna naissance à un fils, Horus, qui bannit Seth et restaura l'ordre dans le monde des mortels. Philae, magnifique. Si vous avez quelque chose à faire, Philae, c'est sublime. Et en plus, il y a des sons et lumières extraordinaires à Philae. Vous allez en petit bateau sur Philae, c'est trop trop beau. Ensuite, on est en Norvège. Noken est un esprit de l'eau. Ah, il est recouvert de mousse. Donc lui, il faut le faire dans les tons verts. Et je vois bien une espèce de... Parce que là, c'est dégoûtant. Hein, donc, c'est un peu marécageux tout ça. Hein. Il est ridicule apparemment. Grotesque. Il a des dents qui... Bon, on ne les voit pas, mais qui sont aussi coupantes qu'un rasoir. Et des fois, il peut prendre l'apparence d'un élégant gentleman jouant de douces mélodies sur son violon. Il peut aussi transformer en cheval ou en vieux bateau en bois. On dit qu'il vit sur l'île de Jomfruland, dans le lac... Oh, les noms. Tarjenet, idyllique, lac forestier regorgeant de nénuphars. Voilà. Donc là, on est dans le poisson arc-en-ciel en Inde, j'allais le dire, vu le personnage. Donc là, pareil, multiples couleurs, arc-en-ciel. Aussi gros qu'une baleine. Couvert d'écailles colorées. Alors, écailles vertes constituées d'herbes pour la terre, écailles bleues faites de glace pour l'eau, écailles jaunes nées de la foudre pour l'air et écailles rouges faites de flammes pour le feu. Selon la légende, alors qu'il cherchait un jour de la nourriture, le poisson arc-en-ciel s'approcha de Bouddha. Bouddha assis. Ah mais oui, j'allais dire, mais il a plein de... Ah oui, bah oui, c'est Vishnu. Et il l'a dévoré. Une incarnation du dieu Vishnu, et le dévora. Les pêcheurs capturèrent alors le poisson, le tuèrent et lui ouvrirent l'estomac pour délivrer Bouddha. Et puis, grâce à la chair de ce poisson, la population a mangé pendant 1 an. Oh, les personnages et le travail de fou qu'il y a sur les illustrations, c'est un truc de dingue. Là, je suis page 68-69. C'est Grootsland, en Afrique du Sud. Donc, gigantesque serpent avec le corps, les défenses et les oreilles d'un éléphant. Alors, les dieux l'ont créé, mais alors, ils ont fait une terrible erreur. Est-ce que c'est un être vicieux? Et donc, ils ont décidé de le séparer, de faire un serpent et un éléphant au final. Ouh. Là, on est en Japon. C'est Oni. Créatures démoniaques qui prennent vie lorsque meurent des humains malveillants. Dès qu'il y a quelqu'un de méchant qui meurt, ça prend vie. Ils peuvent être de couleur rouge, rose ou bleu-gris et on les représente généralement avec des cornes, des cheveux emmêlés et des
On pourrait dire qu'ils ont des, comment on appelle ça, des dreads, des cheveux mêlés. Donc ils ont des pouvoirs de sorcellerie. Oh là là, ils sèment le désastre et la maladie. Mon Dieu. Et là, c'est les hécatonchires. Allez, on continue dans l'horreur. Dans la mythologie grecque, les hécatonchires sont 3 géants dotés, chacun de 100 mains et de 50 têtes. Ce sont les fils des titans Ouranos et Gaïa, et les frères des cyclopes, les maîtres du tonnerre et de la foudre. Avec leurs mains, ils contrôlent les nuages, avec leurs pieds, ils maîtrisent le vent. Ils ont été choisis par Zeus pour être les gardiens du Tartare, pas le steak. Ils sont chargés d'y conduire des dieux. Lorsque la constellation Ara est à son acmé, les portes du Tartare s'ouvrent, annonçant la saison des orages et des pluies en Grèce. Donc là, est-ce qu'il nous parle de couleurs? Il ne parle pas trop de couleurs, mais foudre, tonnerre. Donc on est quand même plus dans du gris. La foudre, c'est gris. Hein. Là, c'est en Irlande. C'est le puka. Puka. C'est un esprit de la nature issu du folklore irlandais. Il apporte la bonne ou la mauvaise fortune. On le représente sous les traits d'un cheval noir. Comment ça? À quel moment il ressemble à un cheval, là? Un problème. Mais il peut aussi porter des oreilles ou la queue d'un lapin. Oui, on est mieux là déjà. D'un renard ou d'un loup. Le puka fait des ravages quand il encourage les humains à monter sur son dos pour les emmener en voyage. Un voyage dont ils ne reviendront jamais. Cet esprit est associé à la fête de Samin, un festival païen celtique qui marque la fin de la saison des récoltes. On attribue la pourriture des murs à Puka qui gâcherait les cultures chaque année à Halloween. On dit que le puka vit dans les régions montagneuses d'Irlande. Impressionnant. Là, c'est plus joli comme illustration. Je ne sais pas si c'est plus gentil, mais en tout cas là, parce que le puka, il fait peur. Hein. Je ne sais même pas de quelle couleur on peut le faire, parce qu'il a vraiment une tronche de lapin. Et un effet poil quand même assez impressionnant. Change est le lapin lunaire en Chine. Déesse de la lune dans la mythologie chinoise. Le lapin lunaire, son compagnon, est le gardien de tous les animaux sauvages. Il a le devoir de préparer pour la déesse un élixir d'immortalité, une concoction d'herbes que Change a volé à son mari sur Terre. On dit que les marques que l'on peut voir sur la lune ressemblent à la silhouette d'un lapin debout et bon nombre de peintures montrent Change volant vers la lune. Donc là, il y a un très très bel effet lune à faire, très lumineux. Il y a des petits nénuphars, un bel habit asiatique. J'adore. Barong et Ranga, ça c'est en Bali, enfin c'est à Bali en Indonésie. C'est le roi des esprits, symbole de la santé et de la bonne fortune. Son contraire, c'est son ennemi, c'est Ranga, une reine démoniaque, maîtresse des sorcières maléfiques. La danse du masque Barong est une chorégraphie qui dépeint la lutte éternelle. Donc là, si on regarde les images de Bali, c'est assez coloré leur masque. Oula! On revient dans la méchanceté, là. Qu'est-ce qui se passe? Les colonnes, avec des volutes. On est quoi? On est dans le corinthien, là, ou le... Gargouille est grotesque. Notre-Dame de Paris. Ah, Notre-Dame de Paris, je ne sais plus quel style sont ces colonnes. Gothique, voilà. Voilà, on est dans... Donc là, c'est pas difficile. On prend une image de l'intérieur de Notre-Dame de Paris et on essaye de reproduire toutes les vitraux, etc. 78. C'est Yorogumo. Yorogumo est un yokai bien connu de la mythologie japonaise, adoptant traditionnellement la forme d'une araignée. Il peut également apparaître sous les traits d'une jolie femme. Elle s'attaque aux jeunes hommes, les séduit, puis les emmaillote dans les fils collants de sa soie. Ça fait un peu montre religieuse. Hein.
Oh, ça me rappelle un film. Alors, pour ceux qui ont peur des araignées, vous n'avez pas dû le voir. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais elle enlevait comme ça des hommes et elle faisait des cocons. Et en fait, à un moment donné, vous vous retrouvez dans une pièce où il y a tous les cocons des gens qu'elle a emprisonnés. C'est très impressionnant comme film. J'avais été assez choquée quand je l'ai vu, j'étais assez jeune. 79. Yara, au Brésil. Là, c'est une sirène qui, grâce à son chant et à sa beauté irrésistible, attire les hommes au fond de l'eau. Ce qu'on en parlait tout à l'heure. Selon la légende, Yara est à l'origine une guerrière aussi féroce qu'habile. Ses deux frères, profondément envieux, complotèrent pour la tuer. Super les frères. Mais découvrant leur dessein, Yara les assassina. Bravo. Elle fut pourchassée par son père qui la précipita dans la rivière Solimoes en Amazonie. Là, les poissons parvinrent à la sauver et la transformèrent en une créature aquatique immortelle. On dit qu'aujourd'hui, assise sur un rocher, elle chante en peignant sa belle chevelure. Ça fait comme la Lorelai en Allemagne. Il y a du boulot quand même sur les illustrations. Et il y a énormément de double pages. On retourne à Bali en Indonésie. Grâce au pouvoir de la méditation, Antaboga fit naître Bedabang, une tortue géante sur son dos. Deux dragons assurent la stabilité de la terre qui repose sur la tortue. Quand Bedawang se déplace, elle provoque des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. La tortue porte aussi la pierre noire, la porte d'entrée du monde souterrain. Au-dessus du monde humain se superposent plusieurs couches célestes. D'abord un ciel à queue, ensuite un ciel mouvant, l'antre du dieu de l'amour, Semara, puis un ciel bleu foncé, siège de la lune et du soleil, et enfin un ciel parfumé où des serpents connus sous le nom d'Awan évoluent comme des étoiles filantes. Les aïeux vivent au-dessus, dans un paradis rempli de flammes. Au-delà de ces cieux se trouve la demeure des dieux. Ça donne à peu près des idées, parce que flamme, orange, feu, donc peut-être faire un effet ciel de feu. Ça parle de... Quand tu lis la légende, en fait, ça te donne vraiment des idées de couleurs tout de suite. Le temple en Inde, le Yali est une créature de la mythologie hindoue, souvent décrite comme un mélange de lion, d'éléphant et de cheval. Les sculptures de Yali sont monnaie courante dans les temples du sud de l'Inde. Elles sont censées protéger les entrées et les salles des bâtiments. Avec l'arrivée au pouvoir de la dynastie Nayak de Madurai, un style architectural unique émergea. Ah, elle était sur la liste d'ailleurs des 7 merveilles du monde moderne. Là, il ne parle pas de couleur. Yali, il y avait un... C'est où, on a dit? En Inde. C'est marrant parce que Yali, c'était le nom d'un hôtel en Turquie. Yali, Yali, Habibi Yali. Nous voilà partis avec Patrick Bruel, Tunisie. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis. Du café, des délices. Oula, il y a du feu. Les boules de feu. Et le village, tranquillement, avec sa petite église. On est où? En Pologne, à Cracovie. Un dragon vivait dans une grotte au pied de la colline, à Cracovie. Il ordonnait à la ville de le nourrir, et ses exigences étaient insatiables. Un jour, le roi en a eu assez, il offrit la main de sa fille à quiconque lui rapporterait la tête du dragon. Donc forcément, il y a plein de prétendants qui ont tenté l'aventure, mais qui sont morts. Jusqu'à ce que un jeune apprenti nommé Scuba fomente une ruse pour venir à bout de l'animal. Il remplit de souffle le corps d'un agneau, l'attacha devant l'antre du dragon et y mit le feu. Le dragon avala immédiatement l'agneau et explosa. Belle histoire. Et la dernière, Atlas, je l'avais dit puisque c'est la même image que le début. Dans la mythologie grecque, Atlas est un titan, l'un des dieux qui régna sur l'univers avant d'être renversé par Zeus et les Olympiens. Quand les titans furent envoyés au Tartare, toujours pas le steak,
La partie la plus basse du monde souterrain. Atlas fut condamné à supporter éternellement sur ses épaules la voûte céleste. Un des 12 travaux d'Hercule consistait à voler les pommes d'or du jardin des Hespérides, pas le salon de jardin. Arrivé sur place, Héraclès proposa un marché à Atlas. Pendant que ce dernier irait chercher des pommes d'or, Héraclès le remplacerait en portant sur ses épaules la voûte céleste. Atlas accepta volontiers, sautant sur l'occasion d'échapper à son esclavage. Une fois les pommes volées, Héraclès le rusé incita Atlas à reprendre la terre sur son dos pour un bref instant, puis il s'enfuit, laissant le titan à son terrible sort. Eh ben, c'est impressionnant toutes ces légendes, ce que Kerby Rosan en a fait, parce que ça donne vraiment envie de les mettre en couleur. Et en plus, il nous a donné des indications à chaque fois sur les couleurs que l'on pouvait mettre. Déjà, je pense que j'essaierai de faire celle-ci en premier, en prenant exactement les couleurs qu'il a voulu mettre pour m'entraîner. Et ensuite, je verrai par où je commencerai. Voilà pour le mythe et légende. Donc j'espère que ma présentation vous aura plu. Je suis désolée si elle était trop longue pour vous. Je pensais que c'était intéressant de lire et les mythes et légendes pour comprendre les illustrations. Le feuilleter pour le feuilleter en disant « Ouh, c'est beau, ouh ». Je trouvais que ça servait à rien. Parce que j'aurais fait que ça, hein. J'aurais fait des « Ouh, waouh, super ». Mais là, j'ai appris des choses, j'ai appris des couleurs, des trucs. Donc, en tout cas, merci d'être arrivé jusque-là. Si vous êtes arrivé jusque-là, tiens, c'est intéressant. Mettez-moi Atlas dans les commentaires. On verra qui a supporté mes histoires. Bon, hormis tout cela, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi. Merci de vous être abonné. Si ce n'est pas fait, bah, allez-y, cliquez. Et puis, mettez-moi un pouce. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.